Le journal d'une femme de chambre, chapitre 8. 28 octobre. Enfin, j'ai reçu une lettre de monsieur Jean. Elle est bien sèche, cette lettre. On dirait à la lire qu'il ne s'est jamais rien passé d'intime entre nous. Pas un mot d'amitié, pas une tendresse, pas un souvenir. Il ne m'y parle que de lui. S'il faut l'en croire, il paraît que Jean est devenu un personnage d'importance. Cela se voit, cela se sent à cet air protecteur et un peu méprisant que dès le début de sa lettre il prend avec moi. En somme, il ne m'écrit que pour m'épater. Je l'ai toujours connu vaniteux. Dame, il était si beau garçon. Mais jamais autant qu'aujourd'hui. Les hommes, ça ne sait pas supporter le succès, ni la gloire. Jean est toujours premier valet de chambre chez madame la comtesse Fardin, et madame la comtesse est peut-être la femme de France dont on parle le plus en ce moment. À son service de valet de chambre, Jean ajoute le rôle de manifestant politique et de conspirateur royaliste. Il manifeste avec Copé, le maître, qu'Aîné de Beaurepaire. Il conspire avec le général Mercier, tout cela pour renverser la République. L'autre soir, il a accompagné Copé à une réunion de la patrie française. Il se pavanait sur l'estrade, derrière le grand patriote, et toute la soirée il a tenu son pardessus. Du reste, il peut dire qu'il a tenu tous les pardessus de tous les grands patriotes de ce temps. Ça comptera dans sa vie. Un autre soir, à la sortie d'une réunion dreyfusarde, où la comtesse l'avait envoyé afin de casser des gueules de cosmopolites, il a été emmené au poste pour avoir conspué les sans-patries et crié à pleine gorge « Mort aux Juifs! Vive le roi! Vive l'armée !» Madame la comtesse a menacé le gouvernement de le faire interpeller, et monsieur Jean a été aussitôt relâché. Il a même été augmenté par sa maîtresse de 20 francs par mois pour ce haut fait d'armes. Monsieur Arthur Meyer a mis son nom dans le Gaulois. Son nom figure aussi, en regard d'une somme de 100 francs dans la Libre Parole, parmi les listes d'une souscription pour le colonel Henry. C'est Copé qui l'a inscrit d'office. Copé encore qui l'a nommé membre d'honneur de la patrie française. Une ligue épatante. Tous les domestiques des grandes maisons en sont. Et il y a aussi des comtes, des marquis et des ducs. En venant déjeuner hier, le général Mercier a dit à Jean « Eh bien, mon brave Jean, Jules Guérin, dans l'Anti-Juif, a écrit sous ce titre « Encore une victime des Youpins ». Ceci, notre vaillant camarade antisémite monsieur Jean, etc. Enfin, monsieur Forain, qui ne quitte plus la maison, a fait poser Jean pour un dessin qui doit symboliser l'âme de la patrie. Monsieur Forain trouve que Jean a la gueule de ça. C'est étonnant ce qu'il reçoit en ce moment d'accolades illustres, de sérieux pourboires, de distinctions honorifiques extrêmement flatteuses. Et si, comme tout le fait croire, le général Mercier se décide à faire citer Jean dans le futur procès Zola pour un faux témoignage, que l'état-major réglera ces jours-ci, rien ne manquerait plus à sa gloire. Le faux témoignage, est-ce qu'il y a de plus chic, de mieux porté cette année dans la haute société? Être choisi comme faux témoin, cela équivaut en plus d'une gloire certaine et rapide à gagner le gros lot de la loterie. Monsieur Jean s'aperçoit bien qu'il fait de plus en plus sensation dans le quartier des Champs-Élysées. Quand le soir au café de la rue François Ier il va jouer à la poule au gibier ou qu'il mène sur les trottoirs pisser les chiens de madame la comtesse, il est l'objet de la curiosité et du respect universel. Les chiens aussi, du reste.
C'est pourquoi, en vue d'une célébrité qui ne peut manquer de s'étendre du quartier sur Paris et de Paris sur la France, il s'est abonné à l'Argus de la presse, tout comme madame la comtesse. Il m'enverra ce qu'on écrira sur lui de mieux tapé. C'est tout ce qu'il peut faire pour moi, car je dois comprendre qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ma situation. Il verra plus tard. Quand nous serons au pouvoir, m'écrit-il négligemment. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Je n'ai jamais eu d'esprit de conduite. Je n'ai jamais eu de suite dans les idées. J'ai gaspillé les meilleures places sans aucun profit. Si je n'avais pas fait la mauvaise tête, moi aussi peut-être serais-je au mieux avec le général Mercier. Copé, Déroulède, et peut-être, bien que je ne sois qu'une femme, verrais-je étinceler mon nom dans les colonnes du Gaulois, qui est si encourageant pour tous les gens de domesticité, etc., etc. J'ai presque pleuré à la lecture de cette lettre, car j'ai senti que M. Jean est tout à fait détaché de moi, qu'il ne me faut plus compter sur lui et sur personne. Il ne me dit pas un mot de celle qu'il m'a remplacée. Ah, je la vois d'ici, je les vois d'ici, tous les deux, dans la chambre que je connais si bien, s'embrassant, se caressant, et courant ensemble, comme nous faisions si gentiment, les bals publics et les théâtres. Je le vois, lui, en par-dessus mastic, au retour des courses, ayant perdu son argent et disant à l'autre, comme il me l'a dit tant de fois à moi-même, « Prête-moi tes petits bijoux et ta montre pour que je les mette au clou. » À moins que sa nouvelle condition de manifestant politique et de conspirateur royaliste ne lui ait donné des ambitions nouvelles et qu'il ait quitté les amours de l'office pour les amours du salon. Il en reviendra. Est-ce vraiment de ma faute ce qui m'arrive ? Peut-être. Et pourtant il me semble qu'une fatalité dont je n'ai jamais été la maîtresse a pesé sur toute mon existence, et qu'elle a voulu que je ne demeurasse jamais plus de 6 mois dans la même place. Quand on ne me renvoyait pas, c'est moi qui partais, à bout de dégoût. C'est drôle et c'est triste. J'ai toujours eu la hâte d'être ailleurs, une folie d'espérance dans ces chimériques ailleurs, que je parais de la poésie vaine, du mirage illusoire des lointains, surtout depuis mon séjour à Houlgate, auprès du pauvre monsieur Georges. De ce séjour, il m'est resté je ne sais quelle inquiétude, je ne sais quel angoissant besoin de m'élever sans pouvoir y atteindre, jusqu'à des idées et des formes inétreignables. Je crois bien que cette trop brusque et trop courte entrevision d'un monde qu'il eût mieux valu que je ne connusse point, ne pouvant le connaître mieux, m'a été très funeste. Oh, qu'elles sont décevantes ces routes vers l'inconnu. L'on va, et c'est toujours la même chose. Voyez cet horizon poudroyant là-bas. C'est bleu, c'est rose, c'est frais, c'est lumineux et léger comme un rêve. Il doit faire bon vivre là-bas. Vous approchez, vous arrivez, il n'y a rien. Du sable, des cailloux, des coteaux tristes comme des murs, il n'y a rien d'autre. Et au-dessus de ce sable, de ces cailloux, de ces coteaux, un ciel gris, opaque, pesant, un ciel où le jour se navre, où la lumière pleure de la suie. Il n'y a rien, rien de ce qu'on est venu chercher. D'ailleurs, ce que je cherche, je l'ignore. Et j'ignore aussi qui je suis. Un domestique, ce n'est pas un être normal, un être social. C'est quelqu'un de disparate, fabriqué de pièces et de morceaux qui ne peuvent s'ajuster l'un dans l'autre, se juxtaposer l'un à l'autre. C'est quelque chose de pire, un monstrueux hybride humain. Il n'est plus du peuple d'où il sort, il n'est pas non plus de la bourgeoisie où il vit et où il tend.
Du peuple qu'il a renié, il a perdu le sang généreux et la force naïve. De la bourgeoisie, il a gagné les vices honteux sans avoir pu acquérir les moyens de les satisfaire. Et les sentiments vils, les lâches peurs, les criminels appétits sans le décor et par conséquent sans l'excuse de la richesse. L'âme toute salie, il traverse cet honnête monde bourgeois, et rien que d'avoir respiré l'odeur mortelle qui monte de ces putrides cloaques, il perd à jamais la sécurité de son esprit et jusqu'à la forme même de son moi. Au fond de tous ses souvenirs, parmi ce peuple de figures où il erre, fantôme de lui-même, il ne trouve à remuer que de l'ordure, c'est-à-dire de la souffrance. Il rit souvent, mais son rire est forcé. Ce rire ne vient pas de la joie rencontrée, de l'espoir réalisé, et il garde l'amère grimace de la révolte, le pli dur et crispé du sarcasme. Rien n'est plus douloureux et laid que ce rire. Il brûle et dessèche. Mieux vaudrait peut-être que j'eusse pleuré. Et puis je ne sais pas. Et puis zut, arrivera ce qui pourra. Mais il n'arrive rien, jamais rien, et je ne puis m'habituer à cela. C'est cette monotonie, cette immobilité dans la vie qui me sont le plus pénibles à supporter. Je voudrais partir d'ici. Partir? Mais où? Et comment? Je ne sais pas, et je reste. Madame est toujours la même, méfiante, méthodique, dure, rapace, sans un élan, sans une fantaisie, sans une spontanéité, sans un rayon de joie sur sa face de marbre. Monsieur a repris ses habitudes, et je m'imagine à de certains airs sournois qu'il me garde rancune de mes rigueurs. Mais ces rancunes ne sont pas dangereuses. Après le déjeuner, armé, guettré, il part pour la chasse, rentre à la nuit, ne me demande plus de l'aider à retirer ses bottes et se couche à 9 heures. Il est toujours pâteau, comique et vague. Il engraisse. Comment des gens si riches peuvent-ils se résigner à une aussi morne existence? Il m'arrive parfois de m'interroger sur monsieur. Qu'est-ce que j'aurais fait de lui? Il n'a pas d'argent et n'eût pas donné de plaisir, et puisque madame n'est pas jalouse. Ce qui est terrible dans cette maison, c'est son silence. Je ne peux m'y faire. Pourtant, malgré moi, je m'habitue à glisser mes pas, à marcher en l'air, comme dit Joseph. Souvent dans ces couloirs sombres, le long de ces murs froids, je me fais à moi-même l'effet d'un spectre, d'un revenant. J'étouffe là-dedans, et je reste. Ma seule distraction est d'aller le dimanche au sortir de la messe, chez madame Gouin, l'épicière. Le dégoût m'en éloigne, mais l'ennui plus fort m'y ramène. Là, du moins, on se retrouve tous ensemble. On potine, on rigole, on fait du bruit en sirotant des petits verres de mêlé cassis. Il y a là un peu l'illusion de la vie, et le temps passe. L'autre dimanche, je n'ai pas vu la petite, aux yeux suintants, au museau de rat. Je m'informe. Ce n'est rien, me dit l'épicière d'un ton qu'elle veut rendre mystérieux. Elle est donc malade? Oui, mais ce n'est rien. Dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. Et mamselle Rose me regarde avec des yeux qui confirment et qui semblent dire « Ah, vous voyez bien, c'est une femme très adroite. » Aujourd'hui, justement, j'ai appris chez l'épicière que les chasseurs avaient trouvé la veille dans la forêt de Rayon, parmi des ronces et des feuilles mortes, le cadavre d'une petite fille, horriblement violée. Il paraît que c'est la fille d'un cantonnier. On l'appelait dans le pays la petite Claire. Elle était un peu innocente,
mais douce et gentille, et elle n'avait pas 12 ans. Bonne aubaine, vous pensez, pour un endroit comme ici, où l'on est réduit à ressasser chaque semaine les mêmes histoires. Aussi les langues marchent-elles. D'après Rose, toujours mieux informée que les autres, la petite Claire avait son petit ventre ouvert d'un coup de couteau, et les intestins coulaient par la blessure. La nuque et la gorge gardaient visibles les marques de doigts étrangleurs. Ces parties, ces pauvres petites parties, n'étaient qu'une plaie affreusement tuméfiée, comme si elles eussent été forcées, une comparaison de Rose, par le manche trop gros d'une cognée de bûcheron. On voyait encore dans la bruyère courte, à un endroit piétiné et foulé, la place où le crime s'était accompli. Il devait remonter à 8 jours au moins, car le cadavre était presque entièrement décomposé. Malgré l'horreur sincère qu'inspire ce meurtre, je sens parfaitement que pour la plupart de ces créatures, le viol et les images obscènes qu'il évoque en sont pas tout à fait une excuse, mais certainement une atténuation, car le viol c'est encore de l'amour. On raconte un tas de choses. On se rappelle que la petite Claire était toute la journée dans la forêt. Au printemps, elle y cueillait des jonquilles, des muguets, des anémones, dont elle faisait pour les dames de la ville de gentils bouquets. Elle y cherchait des morilles qu'elle venait vendre au marché le dimanche. L'été, c'était des champignons de toutes sortes et d'autres fleurs. Mais à cette époque, qu'allait-elle faire dans la forêt où il n'y a plus rien à cueillir? L'une dit judicieusement: pourquoi que le père ne s'est pas inquiété de la disparition de la petite? C'est peut-être lui qui a fait le coup. À quoi l'autre non moins judicieusement réplique: mais s'il avait voulu faire le coup, il n'avait pas besoin d'emmener sa fille dans la forêt, voyons. Mademoiselle Rose intervient: tout cela est bien louche à aller. Moi, avec des airs entendus, des airs de quelqu'un qui connaît de terribles secrets, elle poursuit d'une voix plus basse, d'une voix de confidence dangereuse: moi, je ne sais rien, je ne veux rien affirmer, mais... Et comme elle laisse notre curiosité en suspens sur ce mais... Quoi donc? Quoi donc? S'écrie-t-on de toutes parts, le col tendu, la bouche ouverte. Mais je ne serais pas étonnée que ce fût... Nous sommes haletantes. Monsieur Lanlaire, là, si vous voulez mon idée, achève-t-elle avec une expression de férocité atroce et basse. Plusieurs protestent, d'autres se réservent. J'affirme que monsieur Lanlaire est incapable d'un tel crime, et je m'écrie: lui, Seigneur Jésus, oh, le pauvre homme, il aurait bien trop peur. Mais Rose, avec plus de haine encore, insiste: incapable? Ta 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 ta. Et la petite Jésureau, et la petite à Valentin, et la petite Dougère, rappelez-vous donc, incapable? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Dans leur haine contre monsieur, elles ne veulent pas aller comme Rose jusqu'à l'accusation formelle d'assassinat. Qu'il viole les petites filles qui consentent à se laisser violer, mon Dieu, pas encore. Qu'il les tue, ce n'est guère croyable. Rageusement, Rose s'obstine, elle écume, elle frappe sur la table de ses grosses mains molles, elle se démène, clamant: puisque je vous dis que si, moi, puisque j'en suis sûre, ah. Madame Gouin, restée songeuse, finit par déclarer de sa voix blanche: ah, dame, mesdemoiselles, ces choses-là, on ne sait jamais. Pour la petite Jéruseau, c'est une fameuse chance, je vous assure, qui ne l'ait pas tuée. Malgré l'autorité de l'épicière, malgré l'entêtement de Rose, qui n'admet pas qu'on déplace la question, elle passe l'une après l'autre la revue de tous les gens du pays qui auraient pu faire le coup. Il se trouve qu'il y en a des tas, tout cela qu'elle déteste, tout cela contre qui elles ont une jalousie, une rancune.
un dépit. Enfin, la petite femme pâle au museau de rat propose « Vous savez bien qu'il est venu la semaine dernière, deux capucins qui n'avaient pas bon air avec leurs sales barbes et qui mendiaient partout. Est-ce que ce serait pas eux ?» On s'indigne. De braves et pieux moines, de saintes âmes du bon Dieu, c'est abominable. Et tandis que nous nous en allons, ayant soupçonné tout le monde, Rose acharnée répète « Puisque je vous le dis, moi, puisque c'est lui !» Avant de rentrer, je m'arrête un instant à la sellerie où Joseph astique ses harnais. Au-dessus d'un dressoir, où sont symétriquement rangées des bouteilles de vernis et des boîtes de cirage, je vois flamboyer au lambris de sapin le portrait de Drummond. Pour lui donner plus de majesté, sans doute, Joseph l'a récemment orné d'une couronne de laurier sauce. En face, le portrait du pape disparaît, presque entièrement caché sous une couverture de cheval pendue à un clou. Des brochures anti-juives, des chansons patriotiques s'empilent sur une planche, et dans un coin la matraque se navre parmi les balais. Brusquement, je dis à Joseph, sans un autre motif que la curiosité, « Savez-vous, Joseph, qu'on a trouvé dans la forêt la petite Claire assassinée et violée ?» Tout d'abord, Joseph ne peut réprimer un mouvement de surprise. Est-ce bien de la surprise? Si rapide, si furtif qu'ait été ce mouvement, il me semble qu'au nom de la petite Claire, il a eu comme une étrange secousse, comme un frisson. Il se remet très vite. « Oui, dit-il d'une voix ferme, je sais, on m'a conté ça au pays ce matin. » Il est maintenant indifférent et placide. Il frotte ses harnais avec un gros torchon noir, méthodiquement. J'admire la musculature de ses bras nus, l'harmonieuse et puissante souplesse de ses biceps, la blancheur de sa peau. Je ne vois pas ses yeux sous les paupières abaissées, ses yeux obstinément fixés sur son ouvrage, mais je vois sa bouche, toute sa bouche large, son énorme mâchoire de bête cruelle et sensuelle, et j'ai comme une étreinte légère au cœur. Je lui demande encore « C'est-on qui a fait le coup ?» Joseph hausse les épaules, moitié railleur, moitié sérieux. Il répond « Quelques vagabonds, sans doute, quelques sales youpins. » Puis, après un court silence, « Pfff, vous verrez qu'on ne les pincera pas. Les magistrats, c'est tous des vendus. » Il replace sur les selles les harnais terminés, et désignant le portrait de Drummond dans son apothéose de laurier sauce, il ajoute « Si on avait celui-là, ah, malheur !» Je ne sais pourquoi, par exemple, je l'ai quitté l'âme envahie par un singulier malaise. Enfin, avec cette histoire, on va donc avoir de quoi parler et se distraire un peu. Quelquefois, quand madame est sortie et que je m'ennuie trop, je vais à la grille sur le chemin où mademoiselle Rose vient me retrouver. Toujours en observation, rien ne lui échappe de ce qui se passe chez nous, de ce qu'il y entre ou en sort. Elle est plus rouge, plus grasse, plus molle que jamais. Les lippes de sa bouche pendent davantage. Son corsage ne parvient plus à contenir les houles déferlantes de ses seins. Et de plus en plus, elle est hantée d'idées obscènes. Elle ne voit que ça, ne pense qu'à ça, ne vit que pour ça. Chaque fois que nous nous rencontrons, son premier regard est pour mon ventre, sa première parole pour me dire sur ce ton gras qu'elle a « Rappelez-vous ce que je vous ai recommandé. Dès que vous vous apercevrez de ça, allez tout de suite chez madame Gouin, tout de suite. » C'est une véritable obsession, une manie. Un peu agacée, je réplique. « Mais pourquoi voulez-vous que je m'aperçoive de ça? Je ne connais personne ici. » « Oh, fait-elle, c'est si vite arrivé un malheur, un moment d'oubli bien naturel. Et ça y est. Des fois on ne sait pas comment ça s'arrive. J'en ai bien vu, allez, qui étaient comme vous, sûrs de ne rien avoir. Et puis ça y était tout de même. Mais
avec madame Gouin, on peut être tranquille. C'est une vraie bénédiction pour un pays qu'une femme aussi savante. Et elle s'anime, hideuse, toute sa grosse chair soulevée de basse volupté. Autrefois, ici, ma chère petite, on ne rencontrait que des enfants. La ville était empoisonnée d'enfants. Une abomination. Ça grouillait dans les rues comme des poules dans une cour de ferme. Ça piaillait sur le pas des portes. Ça faisait un tapage. On ne voyait que ça, quoi. Eh bien, je ne sais si vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on n'en voit plus. Il y en a presque plus. Avec un sourire plus gluant, elle poursuit. Ce n'est pas que les filles s'amusent moins. Oh, bon Dieu, non, au contraire. Vous ne sortez jamais le soir. Mais si vous alliez vous promener à 9 heures sous les marronniers, vous verriez ça. Partout sur les bancs, il y a des couples qui s'embrassent, se caressent. C'est bien gentil. Oh, moi, vous savez, l'amour, je trouve ça si mignon. Je comprends qu'on ne puisse pas vivre sans amour. Oui, mais c'est embêtant aussi d'avoir à ces trousses des chiers d'enfants. Eh bien, elles n'en ont pas. Elles n'en ont plus. Et c'est à madame Gouin qu'elles doivent ça. Un petit moment désagréable à passer, ce n'est pas après tout la mer à boire. À votre place, je n'hésiterais pas. Une jolie fille comme vous, si distinguée et qui doit être si bien faite, un enfant ce serait un meurtre. Rassurez-vous, je n'ai pas envie d'en avoir. Oui, oui, personne n'a envie d'en avoir. Seulement, dites donc, votre monsieur ne vous a jamais proposé la chose? Mais non! C'est étonnant, car il est connu pour ça. Même la matinée où il vous serrait de si près dans le jardin? Je vous assure. Mamselle Rose hoche la tête. Vous ne voulez rien dire. Vous vous méfiez de moi. C'est votre affaire. Seulement, on sait ce qu'on sait. Elle s'impatiente à la fin. Je lui crie « Ah ça, hein, est-ce que vous vous imaginez que je couche avec tout le monde? Avec des vieux dégoûtants ?» D'un ton froid, elle me répond « Eh, ma petite, ne prenez pas la mouche. Il y a des vieux qui valent des jeunes. C'est vrai que vos affaires ne me regardent point. Ce que j'en dis, moi, n'est-ce pas ?» Et elle conclut d'une voix mauvaise, où le vinaigre a remplacé le miel. « Après tout, ça se peut bien. Sans doute que votre monsieur Lanlaire aime mieux les fruits plus verts. Chacun son idée, ma petite. » Des paysans passent dans le chemin et saluent Mamselle Rose avec respect. « Bonjour, Mamselle Rose. Et le capitaine, il va toujours bien? »« Il va bien, merci. Il tire du vin, tenez. » Des bourgeois passent dans le chemin et saluent Mamselle Rose avec respect. « Bonjour, Mamselle Rose. Et le capitaine? »« Toujours vaillant, merci. Vous êtes bien honnête. » Le curé passe dans le chemin, d'un pas lent, dodelinant de la tête. À la vue de Mamselle Rose, il salue, sourit, referme son bréviaire et s'arrête. « Ah, c'est vous, ma chère enfant. Et le capitaine? »« Merci, monsieur le curé, ça va tout doucement. Le capitaine s'occupe à la cave. »« Tant mieux, tant mieux. J'espère qu'il a semé de belles fleurs et que l'année prochaine, à la fête Dieu, nous aurons encore un superbe reposoir. »« Bien sûr, monsieur le curé. Toutes mes amitiés au capitaine, mon enfant. Et vous de même, monsieur le curé. » Et en s'en allant, son bréviaire ouvert à nouveau. « Au revoir, au revoir. Il ne faudrait dans une paroisse que des paroissiennes comme vous. » Et je rentre, un peu triste, un peu découragée, un peu haineuse, laissant cette abominable Rose jouir de son triomphe, saluée par tous, respectée de tous, grasse, heureuse, hideusement heureuse. Bientôt, je suis sûre que le curé la mettra dans une niche de son église, entre deux cierges, et nimbée d'or comme une sainte.